Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Racines du présent. Collection dirigée par François Manga-Accoa. En cette période où le phénomène de la mondialisation conjugué au développement exponentiel des nouvelles technologies de l'information et de la communication contracte l'espace et le temps, les peuples, jadis éloignés, se côtoient, communiquent et collaborent aujourd'hui plus que jamais. Le désir de se connaître et de communiquer les pousse à la découverte mutuelle, à la quête et à l'interrogation de leur mémoire, histoire et culture respectives. Les générations, en se succédant, veulent s'enraciner pour mieux s'ouvrir dans une posture proleptique faite de dialogues féconds et exigeants. La collection Racines du présent propose des études et des monographies relatives à l'histoire, à la culture et à l'anthropologie des différents peuples d'hier et d'aujourd'hui pour contribuer à l'éveil d'une conscience mondiale réellement en contexte. Déjà paru. Roche Christian, 50 ans d'indépendance dans les anciennes possessions françaises d'Afrique noire 2011. Chatin-Jean, EPANYA Augusta, MOUTOUDOU Albert, Cameroun, l'indépendance piégée. De la lutte de la libération à la lutte contre le néocolonialisme, 2011. LABURTHETOLR à Philippe, Les Seigneurs de la Forêt, 2009. Morgan Kurtfon, À travers le Cameroun du Sud au Nord, 2 volumes, 2009. Fotso DJEMO Jean-Baptiste, Le regard de l'autre. Médecine traditionnelle africaine, 2009. Adler Alfred, La mort et le masque du roi, 2008. Barry Boubacar, La Sénégambie du XVe au XIXe siècle, 2003. GREVOZ Daniel, Sahara, 1830-1881,2003. RUSCIO Alain, Dien Bien Faux, La fin d'une illusion, 2003. Bouquet Christian, Tchad, Genèse d'un conflit, 2002. Avertissement au lecteur. L'histoire politique contemporaine du Congo-Brazzaville, dès l'aube des indépendances, est une histoire faite d'agitations extrêmes. Les brutalités massives et successives liées aux événements politiques ont engendré des attitudes de falsification volontaire, de dissimulation, de camouflage et de soupçons permanents entre compatriotes. Cette situation est favorisée par le silence des principaux protagonistes qui ne font jamais leur autocritique et qui ne permettent pas aux victimes, au nom de la vérité historique, de panser leurs plaies, ni à la nation en construction de s'édifier. Chaque événement politique est volontairement déformé par les camps opposés pour enivrer les fanatiques, leur engendrer de faux souvenirs, les conduire au délire de grandeur ou à celui de la persécution alors que tout ceci rend le peuple, à la conscience nationale déjà bien ténue, amère et incapable d'opérer la résilience nécessaire. Le même 22, le mouvement du 22 février 1972, n'a pas échappé à la règle. D'abord, c'est le régime politique d'alors qui s'est attaché dans son discours officiel à le discréditer en le présentant comme le fait d'un groupe d'aventuriers hirsutes, de nihilistes nietzschéens, de tribalistes assoiffés de pouvoir, voire d'agents à la solde de la CIA, Central Intelligence Agency, donc contre la révolution. Mais plus dommageable encore, c'est que certains survivants ont fait du M22 un fonds de commerce politique abusivement exploité afin d'assurer leur carrière politique, et par cette dénaturation éhontée, ils ont réduit à dessein le M22 à une simple légende, à un mythe et autres fantasmagories dans l'imaginaire congolais. Même la tradition foncièrement antitribaliste du M22, symbolisée par le sacrifice suprême de Ange Diawara, Poule, Jean-Baptiste Ikoko, Cuvette, Jean-Pierre Oluka, Cuvette et Jean-Claude Bakekolo, Poule, pour ne citer que cela, n'a jamais été exploité positivement par les survivants, ce qui aurait pu créer un espace politique aux antipodes des formations politiques issues de la Conférence nationale souveraine de 1991, la démocratisation ayant conduit à une ethnicisation de quasi tous les partis politiques. Autocritique ? Se juger soi-même. Car c'est de cela dont il s'agit. Diawara et ses compagnons ont été à ce jour les seuls protagonistes d'un conflit politique au Congo, qui ont su courageusement et publiquement analyser et assumer l'échec de leur action, tout en tirant les leçons pour l'avancée de leurs idées auprès des ouvriers, paysans, étudiants et tout le peuple congolais. N'oublions pas que leur analyse était destinée à être rendue publique. C'est dans un climat de répression généralisée que le groupe d'aventuriers hirsutes, dixit le discours officiel,
va se retirer dans la campagne au sud de Brazzaville, principalement à Goma Tsetse pour rédiger une brochure afin d'expliquer aux populations les raisons de leur échec et le sens de leur combat à venir. Rappelons-le, après l'échec de l'action du 22 février 1972, le pouvoir opère près de 1600 arrestations sur tout le territoire national. 3 camarades, compagnons de Hang Diawara, sont arrêtés et froidement assassinés. C'est ainsi qu'un document intitulé « L'autocritique du M22 » va circuler sous le manteau à Brazzaville, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Des groupes de discussion se forment clandestinement autour de ce texte, preuve de sa puissance d'analyse. D'ailleurs, que l'on soit révolutionnaire ou non, les problèmes soulevés hier par Diawara et ses compagnons sous le vocable « Obumitri », oligarchie bureaucratique militaire et tribale, reste indiscutablement d'actualité jusqu'aujourd'hui en 2010. L'autocritique était conçue comme un socle et un outil devant permettre la poursuite du combat, auquel ils allaient eux-mêmes participer activement, mais l'issue tragique des insurgés de Goma Tsetse fera de cette autocritique du M22 un véritable testament politique, et cela malgré eux. Rappelons là aussi qu'Ange Diawara et ses compagnons seront assassinés sans procès par les autorités politiques et militaires congolaises, respectivement le 16 mars 1973 pour Jean-Pierre Oluka, le 21 avril 1973 pour Jean-Baptiste Ikoko et Jean-Claude Bakekolo, et enfin le 23 avril 1973 pour Ange Diawara. Une scène macabre s'ensuivra, puisque leurs cadavres seront exposés au stade de la Révolution aux fins d'humiliation, puis des militaires promèneront leurs corps mutilés dans les rues de la capitale congolaise pour terroriser les populations. Selon le témoignage peu contestable de Wungli Masaga III, Ange Diawara et ses compagnons ont été livrés par Mobutu en échange d'opposants zaïrois, lesquels ont été exécutés immédiatement le 24 avril 1973. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Nous dirons, peuple sans conscience historique n'est que ruine de la nation. L'autocritique du M22 est non seulement un testament politique, mais aussi un matériau de première main pour les historiens, car l'histoire immédiate, dont l'objectif est la connaissance la plus rigoureuse des événements contemporains, se nourrit de témoignages. La conscience historique n'est pas seulement la prise de conscience de plus en plus aiguë de la profondeur historique du monde tel qu'il est vécu, mais aussi et surtout, le sentiment acquis de la participation effective à l'histoire, c'est-à-dire la conscience de faire l'histoire. Par conséquent, la conscience historique est de l'ordre de l'éveil des peuples, de la possibilité de choix bref, quelque part de l'exercice de la liberté. En publiant l'autocritique du M22 telle qu'elle, sans l'adapter à la situation actuelle, nous avons non seulement tenu à respecter la pensée des auteurs, tous disparus à ce jour, mais aussi à faire accéder le peuple congolais à l'information originelle, telle qu'elle fut laissée par Diawara et ses compagnons. En lisant ainsi ce document historique de première main, le peuple congolais va conforter sa conscience historique et voir éveiller en lui le sentiment patriotique de participer à l'histoire, de faire l'histoire. Car si l'ultime liberté, celle dont toutes les autres dépendent en dernière instance, est la liberté de se nommer, de nommer soi-même sa propre réalité, elle constitue alors l'arme de libération dont nous voulons doter notre peuple, encore qu'il faille lui donner les moyens de l'exercer conformément à ses besoins et à ses intérêts. Le collectif des amis et sympathisants du M22. Introduction 4. Les dirigeants du M22, ainsi que la plupart des cadres progressistes révolutionnaires emprisonnés au Congo étaient issus des milieux populaires congolais. Intellectuels issus du peuple, enseignants, poètes, chanteurs, ouvriers ou lycéens, ils avaient très jeunes commencé le combat dans le feu des luttes pour l'indépendance de l'Afrique centrale.
Après le renversement de Youlou, 1963, beaucoup d'entre eux iront parfaire leur formation technique, militaire et politique dans les pays socialistes, URSS Cuba, Chine. Leur cheminement politique est directement lié à l'histoire du peuple congolais de 1960 à 1973. 1963, 3 années d'indépendance sous la présidence de l'abbé Fulbert Youlou n'ont apporté aucun changement notable. Au contraire, la situation économique stagne, la corruption et le népotisme règnent en maître, la répression féroce s'exerce sur toutes les couches de la population. L'arrestation de 3 dirigeants syndicaux mettra le feu aux poudres. Les 13, 14, 15 août, un important mouvement de masse d'ouvriers, de fonctionnaires, de jeunes, lycéens et chômeurs, soutenu par les paysans des alentours de Brazzaville, aboutit à la chute de Youlou. La jeunesse et la faiblesse des noyaux révolutionnaires, l'influence dominante des idéologies réformistes ou chrétiennes sur le mouvement syndical, devaient conduire à une récupération immédiate, par les éléments apparaissant honnêtes, de la petite bourgeoisie intellectuelle du mouvement insurrectionnel, au profit du néocolonialisme. N'intervenant pas contre la foule, les troupes françaises obéissaient à De Gaulle. Ainsi on évitait la rupture avec la France et une radicalisation de la lutte. La jeune armée congolaise, fraîchement constituée par des bataillons des troupes coloniales, se préservait pour une intervention future gagnant facilement, par sa neutralité pendant les événements, la sympathie de la population. Très vite, ouvriers et paysans étaient remerciés et priés de regagner leur village ou leur usine, munis de promesses et d'illusions. Des réformettes intéressant essentiellement la fonction publique seront apportées et le nouveau gouvernement constitué. Mais sous la poussée des jeunes militants marxistes, la mobilisation de la jeunesse, chômeurs, lycéens, jeunes paysans, lumpen, va aller croissante. Alors que le MNR5 regroupe les notabilités et quelques cadres progressistes, la gauche investit ses forces dans la JMNR6 et dans sa branche armée, la défense civile. La défense civile sera une pépinière de cadres révolutionnaires issus des luttes, tels que Mbéry Martin, Ikoko, Diawara, etc. Sous l'influence de la révolution cubaine, Duché qui séjournera à Brazzaville avant de rejoindre les maquis nationalistes du Congo-Kinshasa, la JMNR développe son action politique d'agitation populaire et anti-impérialiste, et un soutien concret et actif du Cameroun, UPC 7, du Congo-Kinshasa, Moulélé 8, et d'Angola. Cependant, la nature de classe du mouvement basé sur une fraction de la jeunesse extérieure à la production ne permettra pas de déboucher sur des luttes concrètes contre l'impérialisme français. Le mouvement piétine et son caractère militaire se renforcent. La DC devient rapidement une force redoutable et redoutée par l'armée officielle. La tension entre l'armée NE accent aigu au colonial et ses officiers issus des écoles françaises, d'une part, et les jeunes en armes formés et encadrés par les Barbudos cubains d'autre part, ira croissante. À partir de 1966, le régime de débat neuf conjugue ses forces et celles des réactionnaires classiques, pour diviser la JMNR et affaiblir la DC de moins en moins contrôlable. Alors qu'en 1967 les crises internes, conflits au sein de la gauche, influences tribales, etc., commencent à secouer la JMNR, la répression contre l'aile gauche du régime s'amplifie, de jeunes cadres révolutionnaires tels Atondi Loka Monmonjo, futur directeur d'Etumbadis et Maxime Debeka sont arrêtés et torturés, Ambroise Noumazaleh, marxiste des premières heures, Premier ministre est destitué. Espérant éviter l'étouffement, la gauche, dans sa majorité, accepte l'alliance en 1968 avec une fraction de l'armée dirigée par Ngouabi. C'est l'intrusion des militaires sur la scène politique, c'est aussi celle des tribalistes du Nord qui déboute ceux du Sud. Le coup d'État de 1968 se fera hors des masses démobilisées pour 5 années de socialisme plus verbal que réel, bien que les principales réalisations, dont la laïcisation de l'enseignement, le départ des troupes françaises, datent de cette période. L'armée, élément dominant de l'Alliance, imposera la dissolution de la DC, son contraire. En perdant sa force autonome armée, le groupe défense civile devait en fait devenir prisonnier de sa propre alliance. Après avoir frappé la défense civile, le régime s'attaque à la JMNR, puis aux syndicats, enfin au mouvement étudiant qui luttera opiniâtrement pour son indépendance et ses mots d'ordre. Minoritaire, la gauche hissée au pouvoir n'obtiendra que des concessions de forme, drapeau rouge, constitution avancée, etc.,
qui habille l'appareil d'État colonial d'un costume rouge permettant au régime de masquer son vrai visage. Empêtrés dans l'appareil d'État sur lequel ils n'ont aucune emprise réelle, 20 000 fonctionnaires, paralysés dans un parti prolétarien d'avant-garde autoproclamé et fantoche, le PACT, Parti congolais du travail, dans lequel ils ne sont qu'un tiers des membres, intégrés dans l'armée, les cadres progressistes servent d'image de marque internationale, de récupérateurs ou d'étouffoirs des luttes populaires, de producteurs de plans, programmes, mots d'ordre, etc. Le seul acquis réel étant d'une propagation légale des idéaux révolutionnaires. Très vite conscients de l'impasse dans laquelle ils s'étaient enfermés, les militants et cadres qui avaient intégré l'État reprennent la lutte en son sein, de plus en plus isolés des masses et après que des milliers de militants aient été démobilisés par la dissolution de la JMNR. C'est au sein de l'armée que la lutte sera la plus aiguë, à tous les échelons. La constitution des comités révolutionnaires de base, CR, suite à la transformation de l'armée en armée populaire nationale 11, la nomination des commissaires politiques, Diawara sera commissaire politique, la promotion de quelques cadres militaires de la défense civile au rang d'officier, permettant un large travail sur le plan idéologique et politique au sein de la troupe. Très vite un double pouvoir s'établit. Les comités révolutionnaires élus refuseront d'obéir aux officiers de carrière réactionnaires, imposant des réunions politiques, exigeant d'intégrer la production, etc. Au sein du comité central, jouant sur les contradictions entre les diverses fractions de droite, s'appuyant sur les textes officiels, la gauche mène un combat d'arrière-garde, tentant de bloquer les mesures les plus réactionnaires. Une partie de cette gauche finira même par croire aux réformes, plans, projets, qui n'aboutiront à peu ou pas de résultats pratiques. Cependant la gauche ira se renforçant dans l'armée. Gagnant le bataillon d'infanterie, elle est présente dans toutes les unités. Pour la réaction, il était exclu d'assister impassible au pourrissement de l'armée. L'opération intégration-élimination, de l'aile gauche risquant de se transformer en dislocation de la force répressive. Il fallait éliminer la gauche après l'avoir prise dans les nasses de l'État. Aux arrestations des UPC, 69, à la remise de Moulélé à Mobutu, à laquelle les militants de base présents encore dans les organisations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.